Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Pardon, je me suis emmêlée dans le fil. Je vais reprendre la lecture de Lumière d'août de William Faulkner. Pardon pour les bruits de métro. Nous en étions au chapitre 8. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Chapitre 8. Sans faire de bruit, il sortit la corde de sa cachette. Une des extrémités était toute prête à attacher à la fenêtre. Il était arrivé au point qu'il pouvait atteindre le sol et remonter en un clin d'œil. Maintenant, après plus d'1 an d'entraînement, il pouvait grimper à la corde, à la force des poignets, avec l'agilité spectrale d'un chat, sans toucher une seule fois le mur de la maison. Penché à la fenêtre, il laissa murmurer le bout de la corde jusqu'en bas. Dans le clair de la lune, elle semblait ténue comme un fil d'araignée. Puis, pendu derrière à sa ceinture, ses souliers noués ensemble, il se laissa glisser le long de la corde et passa, rapide comme une ombre, devant la fenêtre où dormaient les 2 vieux. La corde pendait exactement devant la fenêtre. Il la tira de côté, la tendit à plat contre le mur et l'y attacha. Puis, dans le clair de lune, il se rendit à l'étable, monta dans le fenil et sortit le costume de sa cachette. Il était soigneusement enveloppé dans du papier. Avant de le déballer, il tâta avec ses mains les plis du papier. Il l'a trouvé, pensa-t-il. Il sait. Il dit tout haut, dans un murmure, « Le salaud, l'enfant de putain !» Il s'habilla rapidement dans l'obscurité. Il était déjà en retard parce qu'il avait fallu les laisser s'endormir après toute l'agitation qu'avait causée l'affaire de la génisse. Cette agitation, la femme l'avait occasionnée en intervenant après que tout était fini, réglé pour la nuit tout au moins. Le ballot renfermait une chemise blanche et une cravate. Il mit la cravate dans sa poche, mais il enfila le veston afin que la chemise blanche ne fût pas trop visible dans le clair de lune. Il descendit et sortit de l'étable. L'étoffe neuve, après ses bourgeons amollis par de fréquentes lessives, semblait opulente et rêche. La maison reposait, tassée dans le clair de lune, sombre, profonde, légèrement perfide. On eût dit que, sous le clair de lune, la maison acquérait une personnalité menaçante, traîtresse. Il passa devant et s'engagea dans le sentier. Il sortit de sa poche une montre d'$1. Il l'avait achetée 3 jours auparavant avec une partie de l'argent. Mais, comme c'était la première fois qu'il avait une montre, il avait oublié de la remonter. Mais il n'avait pas besoin de montre pour savoir qu'il était déjà en retard. Le sentier filait droit sous la lune, bordé de chaque côté par des arbres dont les branches, épaisses et nettes comme de la peinture noire, s'étendaient en ombre chinoise sur la douceur de la poussière. Il marchait vite, laissant la maison derrière lui, la maison d'où, maintenant, il était invisible. Tout près, devant lui, le sentier débouchait sur la grande route. Il s'attendait à chaque instant à voir déboucher l'auto, car il lui avait dit que s'il n'était pas à l'attendre à l'autre bout du sentier, il se trouverait dans la salle de l'école où le bal devait avoir lieu. Mais aucune auto ne passait, et quand il atteignit la route, il n'entendit rien. La route. La nuit était vide. Peut-être est-elle déjà passée, pensa-t-il. Il tira de nouveau sa montre morte et la regarda. La montre était morte parce qu'il n'avait pas pu la remonter. Il avait été retardé par ceux-là même qui l'avaient empêché de remonter sa montre et de savoir ainsi s'il était en retard ou non. Au bout du sentier noir, dans la maison maintenant invisible, la femme dormait après s'être bien appliquée à le mettre en retard. Il regarda dans cette direction vers le bout du sentier. Il cessa à la fois de regarder et de penser, comme si son esprit et son corps étaient mus pour ainsi dire par la même manette. Il croyait avoir vu quelque chose remuer parmi les ombres du sentier. Ensuite, il crut s'être trompé. Peut-être avait-il vu la chose dans son esprit, projetée comme une ombre sur un mur. « Mais j'espère que c'est lui, pensa-t-il. Je voudrais bien que ça soit lui. » Je voudrais qu'il me suive, qu'il me voie monter dans l'auto. Je voudrais qu'il essaie de nous suivre. Je voudrais qu'il essaie de m'arrêter. Mais il ne put rien voir dans l'allée. Elle était vide, entrecoupée d'ombres perfides.
Il entendit alors, au loin, sur la route, dans la direction de la ville, le bruit de l'auto. Il regarda et aperçut bientôt le reflet des 2 phares. Elle était serveuse dans un mauvais petit restaurant situé dans une ruelle écartée de la ville. Un adulte, d'un coup d'œil même accidentel, aurait vu tout de suite qu'elle avait dépassé la trentaine. Mais elle était si petite que Joe croyait sans doute qu'elle n'avait pas plus de 17 ans. Non seulement elle était petite, mais elle était menue, presque comme une enfant. Mais le regard adulte voyait bien que cette petitesse ne venait pas d'une sveltesse naturelle, mais de quelque corruption intérieure de l'esprit lui-même. Une sveltesse qui n'avait jamais été jeune, dans les rondeurs de laquelle rien de jeune n'avait jamais vécu, ne s'était jamais attardé. Elle avait les cheveux noirs, le visage osseux, toujours incliné vers la terre, comme si la tête était posée ainsi, un peu déviée sur le cou. Ses yeux ressemblaient aux yeux en perles des animaux un peu luches, avec quelque chose de plus que dur, sans avoir cependant de réelle dureté. C'est pour sa petitesse qu'il l'avait recherchée, comme si sa petitesse devait ou pouvait la garder contre les yeux chercheurs et ravisseurs de la plupart des hommes, et lui donner ainsi plus de chances de succès. Si elle avait été grande, il n'aurait jamais osé. Il aurait pensé, à quoi bon? Elle a sûrement un type déjà, un homme. Cela avait commencé en automne, quand il avait 17 ans. C'était un jour au milieu de la semaine. D'habitude, ils ne venaient en ville que le samedi, et ils apportaient leur déjeuner avec eux. Un déjeuner froid dans un panier acheté et conservé à cet effet, dans l'intention de passer toute l'après-midi en ville. Ce jour-là, McEachern était venu consulter son avoué, pensant terminer ses affaires à temps pour rentrer déjeuner. Mais il était près de midi quand il déboucha dans la rue où Joe l'attendait. Il arriva en regardant sa montre. Ensuite, avec un air d'exaspération outragée, il regarda l'horloge municipale à la tour du palais de justice, puis le soleil. Il regarda Joe avec la même expression, la montre ouverte dans la main, les yeux froids, choqués. Il semblait examiner, soupeser pour la première fois le jeune homme qu'il avait élevé depuis son enfance. Puis il fit demi-tour. « Viens, dit-il, il n'y a pas moyen de faire autrement maintenant. » La ville se trouvait à un embranchement du chemin de fer. Même au milieu de la semaine, il y avait beaucoup d'hommes dans les rues. L'atmosphère entière de la place était masculine. Les gens avaient l'air d'être là de passage. Une population où les maris eux-mêmes n'étaient chez eux que par intervalles et pendant les vacances. Une population d'hommes qui menaient des vies ésotériques dont les scènes se passaient au loin, hommes dont la présence intermittente était choyée comme celle des abonnés d'un théâtre. Joe n'avait jamais vu l'endroit où McEachern le mena. C'était un restaurant dans une ruelle, une porte étroite et sale entre 2 maisons sales. Tout d'abord, il ne comprit pas que c'était un restaurant. Il n'y avait pas d'enseigne à l'extérieur, et il ne percevait ni odeur ni bruit de cuisine. Il ne voyait qu'un long comptoir en bois avec une rangée de tabourets sans dossier et une grosse femme blonde derrière une vitrine de cigares, près de l'entrée, et un groupe d'hommes au bout le plus éloigné du comptoir. Un groupe d'hommes qui ne mangeaient pas et qui se retournèrent tous ensemble et les regardèrent entrer à travers la fumée de leurs cigarettes. Personne ne dit mot. Ils se contentèrent de regarder McEachern et Joe, comme s'ils avaient cessé de respirer en même temps qu'ils cessaient de parler, comme si même la fumée des cigarettes s'était arrêtée et, sans but, dérivait maintenant par son propre poids. Les hommes n'étaient point vêtus de bourgerons, et ils portaient tous des chapeaux, et leurs visages étaient semblables, ni jeunes, ni vieux, ni paysans, ni citadins. Ils avaient l'air de gens qui viennent juste de descendre du train, et qui demain seront partis, de gens qui n'avaient pas d'adresse. Assis au comptoir sur 2 des tabourets sans dossier, McEachern et Joe mangeaient. Joe mangeait vite parce que McEachern mangeait vite. Près de lui, l'homme, bien qu'occupé à manger, semblait assis, tout raide, avec un air de dignité outragé. McEachern avait commandé quelque chose de simple, quelque chose de vite cuit et de vite mangé. Mais Joe savait que la parcimonie n'avait rien à voir à cela. La parcimonie les avait peut-être amenés ici plutôt que dans un autre endroit, mais il savait que c'était le désir de partir au plus vite qui avait dicté le choix des aliments. Dès qu'il eut reposé son couteau et sa fourchette, McEachern, descendant déjà de son tabouret, lui dit « Viens ». Devant la vitrine aux cigares, McEachern paya la femme aux cheveux de cuivre. Il y avait en elle quelque chose d'inaccessible au temps. Une respectabilité combative,
à surface diamantée. Elle ne les avait même pas regardés, ni quand ils étaient entrés, ni quand McEachern lui tendit l'argent. Sans les regarder davantage, elle rendit le change, correctement, rapidement, faisant glisser les pièces sur la tablette de verre sans presque laisser à McEachern le temps de lui présenter son billet. Elle se définissait en quelque sorte derrière le faux reflet de sa chevelure soignée, le visage prudent, semblable à une lionne sculptée gardant un portail, faisant de sa respectabilité un bouclier derrière lequel les hommes assemblés, oisifs et équivoques, pouvaient, à volonté, varier l'angle de leurs chapeaux et des cigarettes dont les volutes leur zébraient le visage. McEachern compta sa monnaie et ils sortirent dans la rue. Il regardait Joe de nouveau. Il dit « Je veux que tu te rappelles cet endroit. Il y a dans ce monde des endroits où un homme peut aller, mais où un garçon, un jeune homme de ton âge, ne peut pas. Celui-là en est un. Peut-être aurait-il mieux valu que tu n'y ailles jamais. Mais il est bon que tu vois des choses comme ça pour apprendre à reconnaître ce que tu dois fuir et éviter. Peut-être valait-il mieux que tu y viennes avec moi pour t'expliquer, te mettre en garde, et on y mange à bon compte. » « Qu'est-ce qu'il a de mal cet endroit, dit Joe. Ça ne te regarde pas, ça regarde la ville. Mais remarque bien ce que je te fis. Je te défends ce que je te dis. Je te défends d'y retourner, à moins que je ne sois avec toi, ce qui n'arrivera plus. La prochaine fois que nous partions de bonne heure ou non, nous apporterons notre déjeuner. Voilà donc ce qu'il avait vu ce jour-là. Tandis qu'ils mangeaient rapidement près de l'homme inflexible et posément outragé, isolés tous les deux au centre du comptoir. À un bout se trouvait la femme aux cheveux de cuivre, à l'autre le groupe des hommes, et il y avait aussi la serveuse, avec son visage grave et penché, avec ses grosses mains, ses mains trop grosses qui disposaient les assiettes et les tasses, et sa tête levée qui, derrière le comptoir, apparaissait à la hauteur d'un grand enfant. Puis McEachern et lui étaient partis. Il pensait bien n'y jamais revenir, non parce que McEachern lui avait défendu, mais simplement parce qu'il croyait que sa vie ne lui en fournirait plus l'occasion. Un peu comme s'il s'était dit en lui-même « Ce ne sont pas des gens comme moi. Je peux les voir, mais je ne sais pas ce qu'ils font, ni pourquoi. Je peux les entendre, mais je ne sais pas ce qu'ils disent, ni pourquoi, ni à qui. Je sais qu'il ne s'agit pas seulement de nourriture, de manger, qu'il y a autre chose. Mais je ne sais pas quoi, et je ne le saurai jamais. » Et cela disparut de la surface de ses pensées. De temps à autre, pendant les 6 mois qui suivirent, il retourna à la ville, mais il ne vit pas le restaurant, il ne passa jamais devant. Il l'aurait pu, mais il n'en eut pas l'idée. Peut-être n'était-ce pas nécessaire. Plus souvent qu'il ne le croyait peut-être, sa pensée pouvait se muer soudain en un tableau vague d'abord, puis plus précis. Le long comptoir nu, un peu équivoque, avec à un bout immobile et froid la femme aux cheveux rutilants qui semblait le regarder, et à l'autre bout les hommes, la tête penchée, fumant sans cesse, allumant et jetant leurs éternelles cigarettes, et la serveuse, la femme pas plus grande qu'un enfant, allant et venant du comptoir à la cuisine, les bras chargés de plats, obligée chaque fois de frôler tous ces hommes qui se penchaient, le chapeau sur l'oreille, et lui parlaient à travers la fumée de leurs cigarettes, lui murmuraient des choses d'un air presque joyeux, exultant, et elle, le visage absent, grave, incliné, comme si elle n'avait rien entendu. Je ne sais même pas ce qu'ils lui disent, pensait-il. Pensant, je ne sais même pas qu'ils lui disent des choses que les hommes ne disent pas à un enfant qui passe. Croyant, je ne sais pas encore qu'au moment du sommeil, la paupière qui s'abaisse emprisonne, dans l'œil même, le visage grave et pensif de cette femme, tragique, triste et jeune, plein d'attentes, coloré par toute la magie vague et informe du jeune désir. Que déjà il y a quelque chose pour alimenter l'amour, que, endormie, je sais maintenant pourquoi, me retenant, j'ai frappé cette jeune négresse il y a 3 ans, et qu'elle aussi doit le savoir et être fière aussi dans son orgueilleuse attente. Donc, il n'espérait plus jamais la revoir, car l'amour, chez les jeunes, n'a pas plus besoin d'espoir que de désir pour se nourrir. Vraisemblablement, il fut aussi surpris par son action, par ce qu'elle signifiait et révélait, que McEachern l'eût été lui-même. C'était un samedi, cette fois-ci, au printemps. Il venait d'avoir 18 ans. McEachern avait eu de nouveau affaire chez son avoué, mais cette fois, il s'était pourvu.
« J'en ai pour 1 heure, dit-il. Tu peux faire un tour et visiter la ville. » Il regarda Joe de nouveau, durement, avec réflexion, un peu nerveux, comme un homme juste qui se trouve obligé d'adopter un compromis entre la justice et le jugement. « Tiens, dit-il. » Il ouvrit son porte-monnaie et y prit une pièce de 10 cents. « Tâche de ne pas la jeter au premier qui en aura envie. »« C'est étrange, dit-il, mal à l'aise, les yeux fixés sur Joe. On dirait que l'homme ne peut apprendre la valeur de l'argent qu'en apprenant d'abord à le dépenser. Tu seras de retour ici dans 1 heure. » Il prit la pièce et s'en alla tout droit au restaurant. Il ne mit même point l'argent dans sa poche. Il fit cela sans plan ni dessein, presque sans volonté, comme si c'était ses pieds qui le guidaient et non sa tête. Il tenait sa pièce bien serrée, petite et chaude dans sa main, comme font les enfants. Gauchement, en trébuchant un peu, il poussa la porte grillagée. La femme blonde, derrière la vitrine de cigares, elle semblait n'avoir ni bougé depuis 6 mois, ni changé un fil à sa chevelure aux durs reflets de cuivre, ni même changé sa robe, le regardait. À l'autre bout du comptoir, les hommes, le chapeau sur l'oreille, avec leurs cigarettes et leur odeur de salon de coiffure, le regardaient. Le propriétaire était avec eux. Il vit le propriétaire pour la première fois. Comme les autres hommes, le propriétaire portait un chapeau et fumait. Il n'était pas grand, pas beaucoup plus grand que Joe. Il avait une cigarette allumée au coin de la bouche, comme pour ne pas gêner le passage des paroles. C'est de ce visage louche et immobile derrière les volutes de la cigarette que la main ne touchait jamais avant qu'elle fût finie et crachée et écrasée sous le talon que Joe devait acquérir un de ses tics. Mais pas déjà. Cela ne devait arriver que plus tard, quand, la vie ayant commencé à s'écouler plus vite, l'acceptation était venue remplacer la connaissance et la mémoire. Maintenant, il se contentait de regarder l'homme qui se penchait derrière le comptoir, affublé d'un tablier sale qu'il portait comme un voleur pourrait porter momentanément une fausse barbe. L'acceptation devait venir plus tard, en même temps que la somme de tout ce qui semblait pour le moment une insulte à la crédulité. L'idée que ces 2 personnes pouvaient être mari et femme, cette maison un restaurant avec les serveuses importées les unes après les autres, sachant à peine manier les plats de nourriture à bon marché qui justifiaient le commerce, et lui-même, au cours de ce congé bref et violent, un jeune étalon incrédule, étonné et ravi, dans un pâturage secret, plein de juments professionnels et fatigués, lui-même, à son tour, victime d'hommes sans nombre et sans nom. Mais cela n'était pas encore. Il alla au comptoir, serrant sa pièce dans ses mains. Il lui sembla que les hommes s'étaient tous arrêtés de parler pour le regarder, parce qu'ils ne pouvaient rien entendre maintenant, sauf un méchant bruit de friture derrière la porte de la cuisine, pensant « Elle est là, derrière. C'est pourquoi je ne la vois pas. » Il se hissa sur un tabouret. Il croyait que tout le monde le regardait. Il croyait que derrière ses cigares, la femme blonde le regardait, le propriétaire aussi, devant le visage duquel la fumée de la cigarette lui semblait devenue immobile dans sa paresseuse combustion. Le propriétaire dit alors un mot, un seul. Joe vit qu'il n'avait ni remué ni touché sa cigarette. « Bobby !» dit-il. Un nom d'homme. Ce ne fut point une pensée, ce fut trop rapide, trop complet. Elle est partie, ils ont pris un homme à sa place, j'ai gaspillé mes 10 cents comme il l'avait dit. Il croyait qu'il ne pouvait plus partir maintenant, que la femme blonde l'arrêterait s'il essayait de sortir. Il se figurait que les hommes au comptoir savaient cela et se moquaient de lui. Il resta donc immobile sur son tabouret, les yeux baissés, la pièce serrée dans sa main. Il ne vit la serveuse que lorsque les 2 mains trop grandes apparurent sur le comptoir, en face de lui et sous ses yeux. Il pouvait voir les dessins de sa robe et la bavette du tablier et les 2 mains aux grosses jointures posées sur le bord du comptoir, aussi complètement immobiles que ces choses qu'elle rapportait de la cuisine. « Un café et une tarte, dit-il. » La voix de la femme résonna lasse, presque vide. « Citron, noix de coco, chocolat ?» À en juger par la hauteur d'où partait la voix, il semblait impossible que les mains fussent à elle. « Oui, dit Joe. » Les mains ne bougèrent pas, la voix ne bougea pas. Citron, noix de coco, chocolat, quelle espèce ? Les autres devaient les trouver bien étranges, face à face, de chaque côté du comptoir, sombres, tachés, graisseux, polis par les frottements. Ils avaient l'air en prière.
Le jeune homme, avec sa figure campagnarde, ses vêtements propres et austères, une gaucherie qui lui donnait quelque chose d'irréel, d'innocent, et la femme qui attendait en face de lui, morne, immobile, ayant à cause de sa petitesse un peu de l'air qu'il avait lui-même, cet air d'au-delà de la chair. Elle avait le visage osseux, maigre. Sur les pommettes, la peau était tendue, cernée de noir autour des yeux. Sous les paupières abaissées, les yeux semblaient sans profondeur, comme s'ils ne pouvaient même pas refléter une image. La mâchoire inférieure semblait trop étroite pour contenir 2 rangées de dents. « Noix de coco », dit Joe. Sa bouche seule avait parlé, et aussitôt, il aurait voulu pouvoir se reprendre. Il n'avait que 10 cents. Il avait tenu la pièce si serrée qu'il ne s'était pas encore rendu compte que ce n'était que 10 cents. Sa main suait sur elle et autour d'elle, et il se figurait que les hommes l'observaient, riaient de nouveau. Il ne pouvait pas les entendre et il ne les regardait pas. Mais il se le figurait. Les mains avaient disparu. Elles revinrent bientôt pour poser devant lui une assiette et une tasse. Il la regarda alors bien en face. « Combien est la tarte ?» dit-il. « La tarte, c'est 10 cents. » Elle était juste en face de lui, de l'autre côté du comptoir, avec ses grosses mains posées de nouveau sur le bois sombre, avec cet air épuisé, expectant. Elle ne l'avait jamais regardé. Il dit d'une voix mourante, désespérée, « Je crois que je ne prendrai pas de café. » Elle resta un moment sans bouger. Puis, une des grosses mains se déplaça et prit la tasse de café. Main et tasse disparurent. Il restait assis, tranquille, les yeux baissés aussi. Attendant. Et ce qu'il attendait arriva, non du propriétaire, mais de la femme derrière la vitrine des cigares. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-elle. « Il ne veut pas de café » dit la serveuse. Sa voix en parlant progressait comme si elle ne s'était point arrêtée à la question. Sa voix était atone, tranquille. La voix de l'autre femme était calme aussi. « Est-ce qu'il n'avait pas commandé d'un café ?»« Est-ce qu'il n'avait pas commandé un café ?» « Non, dit la serveuse de cette voix unie, toujours mouvante, qui s'éloignait. J'avais mal compris. » Quand il sortit, quand son esprit torturé de honte, de regret, d'un désir passionné de se cacher, passa vivement devant le visage froid de la femme au cigare, il eut l'impression qu'il savait ne jamais vouloir, ne jamais pouvoir la revoir. Il pensait qu'il ne pourrait plus jamais supporter sa vue, ni même regarder la rue, la porte minable, même de loin. Il ne pensait pas encore « c'est terrible d'être jeune, c'est terrible. » Terrible. Tous les samedis, il inventait des raisons pour éviter d'aller en ville, et McEachern l'observait sans cependant soupçonner rien encore. Il passait ses journées à travailler dur, trop dur. McEachern contemplait le travail avec méfiance. Mais il n'y avait rien que l'homme pût comprendre, ni déduire. Le travail lui était permis. Et ainsi les nuits passaient, car il était trop fatigué pour rester éveillé. Et même avec le temps, le désespoir, le regret, la honte s'atténuèrent. Il ne cessait de se rappeler, de reconstituer la scène. Mais maintenant, c'était usé, comme un disque de gramophone, familier seulement par l'usure qui émoussait les voix. Au bout d'un certain temps, McEachern lui-même accepta la chose. Il dit « Je t'ai observé tous ces temps, et maintenant je dois ou bien douter de mes propres yeux, ou croire qu'enfin tu commences à accepter ce que le Seigneur a cru bon de t'allouer. Mais je ne veux pas que mes compliments te donnent des idées d'orgueil. Tu auras encore le temps et l'occasion, et l'inclination aussi, sans aucun doute, de me faire regretter d'avoir parlé, de retomber dans la fainéantise et l'oisiveté. Néanmoins, la récompense a été créée pour l'homme aussi bien que le châtiment. Tu vois cette génisse là-bas ? À partir d'aujourd'hui, elle est à toi. Fais en sorte que je n'ai pas à regretter de te l'avoir donnée. » Joe le remercia. Il put alors regarder la génisse et dire à haute voix « Elle est à moi ». Puis il la regarda à nouveau. Ce fut trop rapide, trop complet pour être une pensée. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est même pas une promesse, c'est une menace, pensant « Je ne l'ai pas demandé, il me l'a donné. Je ne l'ai pas demandé. » Croyant « Dieu sait que je l'ai bien gagné par mon travail. » C'était un mois plus tard, un samedi matin. « Je croyais que tu n'aimais plus la ville, dit McEachern. Mais t'avis que d'y aller une fois encore, ça ne me fera point de mal. » Il avait un $1 en poche. Mrs. McEachern le lui avait donné. Il avait demandé 5 cents. Elle avait insisté pour qu'il en prît 50. Il avait pris la pièce et l'avait tenue dans sa main, froidement, avec mépris.
Sans doute, dit Macketchern, tu as bien travaillé du reste. Mais pour un homme qui a encore sa vie à faire, ce n'est pas une bonne habitude à prendre que d'aller à la ville. Il n'eut pas besoin de s'échapper, bien qu'il n'eût pas hésité à le faire, peut-être même par la violence. Mais Macketchern facilita la chose. Il courut droit au restaurant. Il entra sans trébucher cette fois. La serveuse n'était pas là. Peut-être vit-il, remarqua-t-il qu'elle n'y était pas. Il s'arrêta au comptoir des cigares, derrière lequel trônait la femme, et il posa son demi-dollar sur la tablette. « Je dois 5 cents pour une tasse de café. J'ai commandé une tarte et un café avant de savoir que la tarte coûtait 10 cents. Je vous dois 5 cents. » Il ne regarda pas vers le fond. Les hommes étaient là, le chapeau sur l'oreille, la cigarette aux lèvres, le patron était là. Pendant qu'il attendait, Joe l'entendit qui disait enfin, couvert de son tablier sale, parlant par-delà sa cigarette. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut ?» « Il dit qu'il doit 5 cents à Bobby, dit la femme. Il veut donner 5 cents à Bobby. » Sa voix était calme. La voix du patron était calme. « Sacré mon Dieu, dit-il. » Joe avait l'impression que la salle était pleine d'oreilles aux écoutes. Il entendait sans écouter, il voyait sans regarder. Il s'avançait maintenant vers la porte. Le demi-dollar était sur la tablette en verre de la caisse. Même du fond de la salle, le patron pouvait le voir, car il dit « Pour payer quoi ?» Il dit qu'il doit une tasse de café, dit la femme. Joe était presque à la porte. « Hé, Jack !» dit l'homme. Joe ne s'arrêta pas. « Donne-lui son argent !» dit l'homme d'une voix neutre, sans bouger. La fumée de cigarette, qu'aucun mouvement ne dérangeait, serpentait tranquillement devant son visage. « Rends-le-lui !» dit l'homme. « Je sais pas quelle manigance il a en tête, mais je veux pas que de ses combines ici. Rends-le-lui !» Tu ferais mieux de retourner dans ta ferme, Hiram. Tu pourras peut-être t'y payer une fille avec ces 5 cents. Il était dans la rue, suant son demi-dollar, la pièce suant sa main, plus grande au toucher qu'une roue de charrette. Il marchait au milieu des rires. Les rires des hommes l'avaient soulevé jusqu'à la porte. Ils le balayaient, l'entraînaient dans la rue, puis bientôt ils le dépassèrent, s'éteignirent, le laissant retomber sur la terre, sur le pavé. La serveuse et lui étaient face à face. Elle marchait vite, les yeux baissés, en chapeau et robe noire, et tout d'abord elle ne l'avait pas vu. Une fois arrêtée, elle ne le regarda même pas, l'ayant déjà regardé d'un coup d'œil d'ensemble, comme lorsqu'elle avait placé la tasse et le café sur le comptoir. Elle dit « Oh, et vous êtes revenu pour me les donner? Devant eux? Et ils se sont moqués de vous. Ça, par exemple. J'ai pensé que vous aviez peut-être été obligé de payer vous-même. J'ai pensé... » Ça, par exemple, c'est un con, ma parole. Face à face, ils ne se regardaient pas. Ils devaient se faire l'effet de 2 moines qui se rencontrent dans un sentier du jardin pendant l'heure de la méditation. Alors j'ai pensé que je... Où habitez-vous, dit-elle. À la campagne? Ça, par exemple. Comment vous appelez-vous? Pas Macketchern, dit-il. Christmas. Tous les samedis après-midi, pendant et après son adolescence, il allait chasser et pêcher avec 4 ou 5 jeunes gens. Il ne voyait les jeunes filles qu'à l'église, le dimanche. Dans son esprit, elles étaient associées avec Dieu et avec l'église. Il ne pouvait donc pas leur prêter attention, car cela eût été même pour lui une rétractation de ses haines religieuses. Mais avec les autres garçons, il parlait de femmes. Parmi eux, il y en avait peut-être qui savaient, par exemple celui qui, un jour, avait arrangé l'affaire avec la négresse. Elles en ont toutes envie, dit-il aux autres, mais il y a des fois qu'elles ne peuvent pas. Les autres ne savaient pas cela. Ils ne savaient pas que toutes les femmes en avaient envie. Ils savaient encore bien moins que parfois elles ne pouvaient pas. Ils avaient d'autres idées. Mais admettre qu'ils ne savaient pas le second point c'eût été admettre qu'ils n'avaient pas découvert le premier. Aussi écoutèrent-ils quand leur camarade leur expliqua. C'est quelque chose qui leur arrive 1 fois par mois. Il décrivit l'idée qu'il se faisait du phénomène physique. Peut-être savait-il. Bref, il fut suffisamment clair, suffisamment persuasif. S'il avait essayé de décrire cela comme un état mental, comme quelque chose qu'il ne faisait que croire, il n'aurait pas écouté. Mais il fit un tableau physique, réaliste, qu'on pouvait discerner par l'odorat et même par la vue. Cela les impressionna. Cette impuissance temporaire et abjecte de ce qui, à la fois, tentait et frustrait le désir. La forme délicate et supérieure où résidait la volonté, condamnée à être, à intervalles fixes et inévitables, victime d'une ordure périodique. C'est ce que le garçon leur expliqua, tandis qu'ils écoutaient tous les 5 en silence, se regardant les uns les autres, inquisiteurs et secrets.
Le samedi suivant, Joe n'alla pas chasser avec eux. Mac et Chern crut qu'il était déjà parti car le fusil avait disparu. Mais Joe avait été caché dans l'écurie. Il y resta tout le jour. Le samedi suivant, il partit, mais seul de bonne heure avant que ses camarades fussent venus le chercher. Mais il ne chassa pas. Il n'était pas à 3 milles de chez lui quand, à la fin de l'après-midi, il tua un mouton. Il trouva le troupeau dans un vallon retiré. Il se mit à l'affût et tua une des bêtes. Puis, frissonnant, la bouche sèche, tout en regardant derrière lui, il s'agenouilla, les mains dans le sang. Puis il revint à lui, se ressaisit. Il n'oublia pas ce que le garçon lui avait dit. Il accepta le fait simplement. Il s'aperçut qu'il pouvait vivre avec ce fait, côte à côte avec lui. Comme s'il s'était dit, illogique et désespérément calme, « Très bien, puisque c'est ainsi. Mais pas pour moi. Pas dans ma vie et mon amour. » 3 ou 4 ans s'écoulèrent, et il avait oublié, dans ce sens qu'un fait est oublié dès qu'il a succombé à l'insistance que met l'esprit à le considérer comme ni vrai ni faux. Il retrouva la serveuse le lundi soir qui suivit le samedi où il avait voulu payer sa tasse de café. Il n'avait pas la corde à cette époque. Il passa par la fenêtre et sauta d'une hauteur de 10 pieds. Il fit à pied les 5 milles qui le séparaient de la ville. Il ne réfléchit pas du tout au moyen de revenir à sa chambre. Il arriva en ville et se rendit au coin où elle lui avait donné rendez-vous. C'était un coin tranquille et il était assez en avance, pensant « Il faudra que je me rappelle. La laisser me montrer ce que je dois faire et comment le faire et quand le faire. Ne pas lui laisser voir que je ne sais pas, que je compte sur elle pour me montrer. » Il y avait plus d'1 heure qu'il attendait quand elle apparut. Il était arrivé 1 heure à l'avance. Elle arriva à pied. Elle arriva et s'arrêta devant lui. Petite, les yeux baissés, avec son air ferme, expectant, elle sortit de l'obscurité. « Vous voilà, dit-elle. Je suis arrivée le plus tôt que j'ai pu. Il a fallu attendre qu'il soit couché. J'avais peur d'être en retard. Il y a longtemps que vous attendez ? Combien de temps ? Je ne sais pas. J'ai couru presque tout le long du chemin. J'avais peur d'être en retard. Vous avez couru ? Pendant ces 3 milles ? 5, pas 3. Ça, par exemple. Puis ils se turent. Ils étaient là, 2 ombres l'une en face de l'autre. Plus d'1 an après, se rappelant cette nuit, il dit, comprenant soudain, on aurait dit qu'elle attendait que je la frappe. Alors, dit-elle. Il s'était mis à trembler un peu. Il pouvait la sentir l'attente, immobile, renseignée, un peu là, pensant, elle attend que je commence et je ne sais pas comment. Même à lui-même, sa voix semblait idiote. Je crois qu'il est tard. Tard ? Je pensais que peut-être on vous attendait, qu'on n'attendait que vous. M'attendre ? M'attendre. Sa voix mourut, c'est ça. Elle dit sans bouger. Ils étaient là comme 2 ombres. J'habite avec Mam et Max. Vous savez, le restaurant. Vous devriez pourtant bien vous rappeler le jour où vous avez voulu payer ces 5 cents. Elle se mit à rire. Rire sans gaieté, sans rien. Quand j'y pense, quand je pense à vous arrivant là-bas avec vos 5 cents. Puis elle cessa de rire. Nulle cessation de gaieté en cela non plus. La voix lui parvint, tranquille, abjecte, humble. Je me suis trompée ce soir, j'ai oublié quelque chose. Elle attendait peut-être qu'il lui demandât ce que c'était, mais il ne le fit pas. Il était là, debout, tout simplement, près d'une voix calme, basse, qui mourait quelque part autour de ses oreilles. Il avait oublié le mouton tué. Il y avait trop longtemps qu'il vivait avec le fait que le garçon mieux renseigné lui avait révélé. Le meurtre du mouton lui avait, depuis trop longtemps, donné l'immunité contre le fait pour que ce fait pût être encore vivant. Aussi ne comprit-il pas tout d'abord ce qu'elle essayait de lui dire. Il se tenait debout au coin de la rue. C'était à la lisière de la ville, là où la rue, devenant une route, filait par-delà des pelouses soignées et mesurées entre des champs incultes et des petites maisons clairsemées. Les petites maisons à bon marché qui composent la banlieue de ce genre de ville. Elle dit « Écoutez, je suis indisposée ce soir. » Il ne comprit pas. Il ne dit rien. Peut-être n'avait-il pas besoin de comprendre. Peut-être s'attendait-il déjà à quelque fatale malchance, pensant « C'était trop beau pour être vrai ». Pensant trop vite pour que ce fût même une pensée, dans un instant elle va disparaître, elle ne sera plus, et je serai de retour chez moi dans mon lit, n'en étant jamais sortie. Elle continua. Quand je vous ai dit lundi soir, je n'ai pas pensé à la date du mois. Vous m'avez surprise, je pense. Comme ça, dans la rue, samedi. J'ai oublié quel jour c'était. Ce n'est qu'après, quand vous avez été parti, il me dit, avec la même tranquillité, « Comment indisposé ? Vous n'avez pas quelques remèdes chez vous que vous pourriez prendre ? Si je n'ai pas de...
Sa voix s'éteignit. Elle dit « Ça par exemple ». Et brusquement « Il est tard et vous avez vos 4000 à faire ». « Je les ai déjà faits, me voilà ici ». Sa voix était désemparée, calme. « Mais t'as vu qu'il est tard, dit-il. » Puis quelque chose se transforma. Sans le regarder, elle pressentit quelque chose avant même que la voix dure l'eût exprimé. « Quel genre d'indisposition avez-vous » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit tranquillement, les yeux baissés. « Vous n'avez jamais eu de petite amie ?» Je parie que non. Il ne répondit pas. « C'est pas ça ?» Il ne répondit pas. Elle fit un mouvement. Elle le toucha pour la première fois. Elle lui saisit le bras légèrement dans ses deux mains. En baissant les yeux, il pouvait voir la forme sombre de la tête inclinée, comme si, de naissance, elle l'avait eu déviée légèrement sur le cou. Elle lui expliqua avec des temps d'arrêt, gauchement, avec les seuls mots qu'elle connut peut-être. Mais il avait entendu cela autrefois, il avait déjà fui vers le passé par-delà le mouton tué, pris de l'immunité jusqu'à cet après-midi où, assis au bord de la rivière, il s'était senti moins blessé et surpris qu'indigné. D'une secousse, il dégagea le bras qu'elle tenait. Elle ne crut point qu'il avait voulu la frapper. En fait, elle crut tout autre chose. Mais le résultat fut le même. Comme il disparaissait sur la route, forme et ombre, elle crut qu'il courait. Le bruit de ses pas lui parvint encore quelque temps après qu'elle eut cessé de le voir. Elle ne bougea pas tout de suite. Elle resta là où il l'avait laissée, immobile, la tête basse, comme attendant le coup qu'elle avait déjà reçu. Lui ne courait pas. Mais il marchait vite et dans une direction qui l'éloignait encore de chez lui, de la maison à 5000 de là qu'il avait quittée en sautant par la fenêtre sans songer par quel moyen il pourrait bien rentrer. Il suivait la route. Très vite, lorsque s'en écartant, il sauta par-dessus une clôture dans un terrain labouré. Quelque chose poussait dans les sillons. Plus loin, il y avait des bois, des arbres. Il atteignit les bois et pénétra entre les troncs rugueux dans l'ombre apaisante des branches, ombre aux senteurs violentes et violemment sensuelles. Dans cette obscurité, cette violence, il lui sembla voir, comme dans une caverne, une rangée d'urnes aux formes suaves qui diminuaient en s'éloignant, blanches de clarté lunaire. Il n'y en avait point de parfaites. Toutes étaient fendues, et de chaque fente coulait quelque chose de liquide, couleur de mort, quelque chose de répugnant. Il toucha un arbre, s'y appuya sur ses deux bras pliés et contemplant la rangée des urnes dans la lumière du clair de lune, il se mit à vomir. Le lundi suivant, il avait la corde. Il attendait au même coin. Il était encore en avance et il la vit. Elle arriva jusqu'à lui. « Je pensais que vous ne viendriez pas, dit-elle. « Vraiment ?» Il lui prit le bras, l'entraîna sur la route. « Où allons-nous ?» dit-elle. Il ne répondit pas, il l'attirait. Elle était obligée de courir pour le suivre. Elle trottait maladroitement, animal entravé par ce qui la différenciait des animaux, ses talons, ses vêtements, sa petite taille. Il lui fit quitter la route, s'approcher de la clôture qu'il avait franchie 8 jours avant. « Attendez, dit-elle, la voix entrecoupée. « La clôture, je ne peux pas. » Comme elle se courbait pour passer entre les fils de fer par-dessus lesquels il avait sauté, sa robe s'accrocha. Il se pencha et d'une secousse la libéra avec un bruit de déchirure. « Je vous en achèterai une autre, dit-il. » Elle ne dit rien. Elle se laissa mi-porter, mi-traîner dans les jeunes pousses et les sillons jusque dans le bois, parmi les arbres. Il cacha la corde, soigneusement roulée, dans le grenier, derrière la même planche mobile où Mrs. McEachern cachait les pièces de 5 et 10 cents qu'elle accumulait. Mais la corde était fourrée si profondément dans le trou que Mrs. McEachern ne pouvait l'atteindre. C'est à elle qu'il devait cette idée. Parfois, tandis que le vieux couple ronflait en bas, tandis qu'il sortait la corde silencieuse, il pensait à ce paradoxe. Parfois, il avait envie de lui dire, de lui montrer où il cachait l'instrument de son péché, puisque c'était elle qui lui avait donné l'idée, qui lui avait appris comment et où le cacher. Mais il savait que cela ne servirait qu'à lui donner envie de l'aider à cacher cette corde, qu'elle souhaiterait le voir pécher afin de pouvoir l'aider à la cacher, enfin qu'elle se livrerait à une telle exubérance de murmures et de signes éloquents que McEachern ne pourrait, malgré lui, s'empêcher de flairer quelque chose. Et il commença à voler, à prendre de l'argent dans le magot. Il est fort possible que la femme ne lui en ait pas suggéré l'idée, qu'elle n'ait jamais mentionné l'argent devant lui. Il est possible qu'il ne se rendit même pas compte qu'il se servait d'argent pour payer ses plaisirs. C'était parce qu'il avait vu, pendant des années, Mrs. McEachern cacher de l'argent dans un certain endroit. Ensuite, lui aussi, ayant eu quelque chose à cacher, l'avait mis dans l'endroit qu'il savait le plus sûr.
Chaque fois qu'il cachait ou retirait la corde, il voyait la boîte en fer blanc qui contenait l'argent. La première fois, il prit 50 cents. Il hésita un moment entre 50 et 25 cents. Il prit les 50 cents parce que c'était exactement la somme dont il avait besoin. Il s'en servit pour acheter une vieille boîte de bonbons piqués de chiures de mouches à un homme qu'il avait gagné pour 10 cents à un jeu de hasard dans un magasin. Il l'offrit à la serveuse. Il ne lui avait jamais rien offert. Il la lui donna comme s'il eût été la première personne qui eût jamais songé à lui donner quelque chose, avec un air un peu étrange. Elle prit dans ses 2 grosses mains la boîte peinturlurée et défraîchie. Elle était assise sur son lit, dans la chambre, dans la petite maison où elle habitait avec l'homme et la femme qu'elle appelait Max et Mam. Une nuit, il y avait de cela environ une semaine, l'homme entra dans la chambre. Elle était en train de se déshabiller, assise sur le lit, elle enlevait ses bas. Il entra et s'appuya à la commode, la cigarette aux lèvres. « Un riche fermier, dit-il, le John Jacob Astor de la vacherie. » Elle s'était couverte, assise sur le lit, immobile, tête basse. « Il me paie. » « Avec quoi? Il n'a pas encore dépensé tous ses 5 cents ?» Il la regarda. « Un matelas pour graines de foin. C'est pour ça que je t'ai amené de Memphis, hein? Faudra peut-être aussi que je donne à bouffer pour rien un de ces jours. » « Je le fais pas pendant le temps que je vous dois. Et évidemment, je peux pas t'empêcher. Ça me dégoûte de voir ça, voilà tout. Une gosse qui n'a jamais vu $1 de sa vie, avec cette ville pleine de types à pognon qui te traiteraient comme il faut. Peut-être bien que je l'aime. Vous n'avez pas pensé à ça, des fois? » Il la regarda, le sommet tranquille et incliné de sa tête. Et elle restait assise sur le lit, les mains sur les genoux. Il était appuyé contre la table, la cigarette aux lèvres. Il dit « Mam !» Au bout d'un instant, il répéta « Mam, viens ici !» Les cloisons étaient minces. Bientôt, la grosse blonde s'approcha dans le couloir sans hâte. Tous deux pouvaient l'entendre. Elle entra. « Écoute-moi ça, dit-elle. Elle dit qu'elle a peut-être bien le béguin. Roméo et Juliette. Ah, nom de Dieu !» La femme blonde regarda la tête brune de la serveuse. « Et après, dit-elle. »« Rien, c'est parfait. Présentation par Max Canfray de Miss Bobby Allen, spécialiste pour la jeunesse. »« Va-t'en, dit la femme. »« Oui, j'étais simplement venue lui apporter la monnaie de 5 cents. » Il sortit. La serveuse n'avait pas bougé. La femme blonde s'approcha de la commode, s'y appuya, les yeux sur la tête inclinée. « Est-ce qu'il te paie quelquefois ?» dit-elle. La serveuse ne bougea pas. « Oui, il me paie. » La grosse blonde la regarda appuyée à la commode comme Max. Venir de Memphis pour ça. La porter de Memphis pour le gaspiller. La serveuse ne bougea pas. « Je fais pas de tort à Max. » La femme blonde regarda la tête inclinée, puis elle se détourna et se dirigea vers la porte. « Arrange-toi pour ne jamais lui en faire, dit-elle. Ça ne va pas durer longtemps. Dans ces petites villes, ça ne peut jamais durer longtemps. Je le sais. J'en viens moi-même d'une petite ville. » Assise sur le lit, tenant dans ses mains la pauvre boîte de bonbons enluminés, elle était là, assise, comme lorsque la grosse blonde lui parlait. Mais maintenant, c'était Joe qui la regardait, appuyée à la commode. Elle se mit à rire. Elle rit, avec la boîte criarde entre ses mains à grosses jointures. Joe la regardait. Il la vit se lever et passer devant lui, la tête basse. Elle franchit la porte et appela Max par son nom. Joe n'avait jamais vu Max, sauf dans le restaurant, avec son chapeau et son tablier sale. Quand Max entra, il ne fumait même pas. Il tendit la main. « Comment ça va, Roméo ?» dit-il. Joe avait à peine reconnu l'homme qui lui serrait la main. « Je m'appelle Joe McEachern, dit-il. La femme blonde était entrée également. C'était aussi la première fois qu'il la voyait hors du restaurant. Il la vit entrer tout en regardant la serveuse ouvrir la boîte. Elle l'attendit. « C'est Joe qui me l'a apporté, dit-elle. La femme blonde jeta un coup d'œil sur la boîte. Elle ne remua même pas la main. « Merci, dit-elle. » L'homme de même regarda la boîte sans avancer la main. « Tiens, dit-il. Noël dure parfois bien longtemps, pas vrai, Roméo ?» Joe s'était écarté un peu de la commode. C'était la première fois qu'il se trouvait dans la maison. Il regardait l'homme avec, sur le visage, une expression apaisante et désorientée, mais sans alarme. Il observait le visage simiesque et indéchiffrable de l'homme, mais il ne dit rien. C'est la serveuse qui dit « Si vous ne les aimez pas, il ne faut pas vous croire obligé d'en manger. » Il regardait Max. Il regardait son visage, tout en entendant la voix de la serveuse, la voix aux yeux baissés. « Ça ne vous porte pas préjudice, À vous ni à personne. Pas sur le temps que je vous dois.
Il ne la regardait pas plus qu'il ne regardait la femme blonde. Il regardait Max avec une expression étonnée, apaisante, sans frayeur. La femme blonde se mit à parler. On eût dit qu'il parlait de lui, en sa présence, dans une langue qu'il savait, qu'il ne comprenait pas. « Viens, partons, dit la femme blonde. »« Nom de Dieu, dit l'homme. Et moi qui allais justement offrir un verre à Roméo, aux frais de la maison. »« Est-ce qu'il en veut un ?» dit la femme blonde. Même quand elle s'adressait directement à Joe, on aurait dit qu'elle parlait toujours à Max. « Voulez-vous boire ?»« Ne le fais pas languir à cause de sa conduite passée. Dis-lui que c'est ma tournée. »« Je ne sais pas, dit Joe. Je n'ai jamais essayé. »« Jamais essayé une tournée aux frais du patron, dit Max. Ben, nom de Dieu. Il n'avait pas regardé Joe une seule fois depuis qu'il était entré. De nouveau, on eût dit qu'il parlait à cause de lui, dans un langage qu'il ne comprenait pas. « Viens, dit la femme blonde, viens donc. » Ils sortirent. La femme blonde ne l'avait jamais regardé et l'homme, sans le regarder, n'avait jamais cessé de le faire. Ils disparurent. Joe était debout, près de la commode. La serveuse était au milieu de la chambre, la tête basse, la boîte de bonbons à la main. La chambre sentait le renfermer de vieux relents de parfum. Joe ne l'avait jamais vu. Il n'avait jamais cru qu'il la verrait. Les stores étaient baissés. L'unique ampoule brûlait au bout d'un fil avec, pour abat-jour, une page de magazine épinglée tout autour et que la chaleur avait déjà roussi. « Ça va, dit-il, ça va. » Elle ne répondit pas, ne bougea pas. Il songea à l'obscurité au dehors, à la nuit où ils s'étaient déjà trouvés seuls ensemble. « Allons, dit-il. »« Allons ?» dit-elle. Alors il la regarda. « Allons où ?» dit-elle. « Pourquoi faire ?» Il ne la comprenait toujours pas. Il la regarda s'approcher de la commode et y déposer la boîte de bonbons. Tandis qu'il la regardait, elle se mit à enlever ses vêtements, les arrachant, les jetant par terre. Il dit « Ici ? Ici, dans cette chambre ?» Bien qu'il fût son amant depuis un mois, c'était la première fois qu'il voyait une femme nue. Mais même à ce moment-là, il ne savait même pas qu'il avait ignoré ce qu'il devait s'attendre à voir. Cette nuit-là, ils causèrent. Ils étaient couchés dans le noir et ils causaient, ou plutôt lui parlaient. Il ne cessait de penser « Bon Dieu, c'est donc ça !» Il était couché, nu aussi, auprès d'elle. Il la touchait de sa main, parlait d'elle. Non de la ville d'où elle venait, ni même de ce qu'elle avait fait, mais de son corps, comme si personne n'avait jamais fait cela avant lui, avec elle ou avec d'autres. Il semblait que, par ses discours, il se documentait sur le corps des femmes avec la curiosité d'un enfant. Elle lui parla de son indisposition de la première nuit, et cette fois, il ne fut point choqué. Comme pour la nudité et la forme physique, il lui semblait que c'était là quelque chose qui n'était jamais arrivé, qui n'avait encore jamais existé. Et à son tour, il lui raconta ce qu'il avait à raconter. Il lui raconta l'histoire de la négresse dans le hangar de la Syrie, 3 ans auparavant. Il lui raconta cela tranquillement, calmement, étendu près d'elle, la touchant. Il n'aurait peut-être même pas pu dire si elle l'écoutait ou non. Puis il dit « Tu as remarqué ma peau, mes cheveux ?» Attendant une réponse, lui caressant le corps lentement de sa main, elle murmura aussi « Oui, j'ai pensé que tu étais peut-être étranger, que tu n'étais pas du pays. » Non, c'est autre chose. C'est bien plus qu'étranger. Tu ne peux pas deviner. Quoi ? Comment autre chose ? Devine. Leur voix était paisible. Tout était calme, paisible. La nuit familière, maintenant, exempte de désir, de convoitise. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu es ? La main allait, lente et calme, le long du flanc invisible. Il ne répondit pas tout de suite. Non qu'il essaya de l'intriguer. Il avait l'air de ne pas se rappeler qu'il devait en dire davantage. Elle répéta la question. Alors, il lui dit « J'ai du sang noir ». Elle resta étendue, parfaitement immobile, mais d'une immobilité différente. Mais il ne parut point s'en apercevoir. Il était couché, calme aussi, et de sa main, doucement, il lui caressait le flanc. « Tu as quoi ?» dit-elle. « Je crois que j'ai du sang noir. » Il avait les yeux fermés, sa main doucement allait et venait. « Je ne sais pas, je crois que j'en ai. » Elle ne bougea pas. Elle dit tout de suite « Tu mens. »« Comme tu voudras, dit-il sans bouger, sans arrêter sa main. »« Je ne crois pas ça, dit-elle dans les ténèbres. »« Comme tu voudras, dit-il, sans arrêter sa main. » Le samedi suivant, il prit dans la cachette de Mrs. McEachern un autre $2 qu'il donna à la serveuse. 1 ou 2 jours après, il eut de bonnes raisons de croire que Mrs. McEachern s'était aperçue de la disparition des pièces et qu'elle le soupçonnait de les avoir prises. Car elle attendit le moment où il saurait qu'elle savait que McEachern ne viendrait pas
les interrompre. Elle dit alors « Joe ?» Il s'arrêta et la regarda, sachant qu'elle ne le regarderait pas. Elle dit sans le regarder d'une voix blanche à tonne « Je sais qu'un jeune homme qui grandit a besoin d'argent, de plus d'argent que ne t'en donne Mr. McEachern. » Il la regarda jusqu'à ce que sa voix s'arrêtât, s'éteignit. Il attendait apparemment qu'elle fût éteinte. Il dit alors « De l'argent ? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Le samedi suivant, il gagna 2 $ en coupant du bois pour le voisin. Il mentit quand McEachern lui demanda où il allait et où il avait été et ce qu'il avait fait. Il donna l'argent à la serveuse. McEachern découvrit qu'il avait travaillé. Il crut peut-être que Joe avait caché l'argent. Peut-être Mrs. McEachern le lui avait-elle dit. Environ 2 fois par semaine, Joe retrouvait la serveuse dans sa chambre. Il ignorait tout d'abord que d'autres hommes avaient déjà fait cela. Il croyait peut-être qu'on avait accordé une dispense spéciale en sa faveur, dans son intérêt. Sans doute, jusqu'au dernier moment, il crut qu'il lui faudrait apaiser Max et Mam, non pour le fait en lui-même, mais à cause de sa présence chez eux. Mais il ne les revit plus dans la maison, bien qu'il sût qu'ils y étaient. Mais il n'aurait su dire s'il savait qu'il était là ou qu'il était revenu après la nuit des bonbons. D'habitude, ils se rencontraient dehors, s'en allaient quelque part ou bien se rendraient chez elle en flânant. Peut-être crut-il jusqu'au dernier moment que c'était lui qui avait suggéré cela. Puis un soir, elle ne vint pas au rendez-vous qu'il lui avait donné. Il attendit que l'horloge du palais de justice eût sonné minuit, puis il se dirigea vers la maison où elle habitait. Il n'avait encore jamais fait cela. Pourtant, même ce soir-là, il n'aurait pas su dire si elle lui avait jamais défendu d'aller chez elle sans qu'elle fût avec lui. Mais il y alla cette nuit-là, s'attendant à trouver la maison toute noire et endormie. La maison était noire, mais elle ne dormait pas. Il savait cela. Il savait que derrière les stores noirs de sa chambre, des gens ne dormaient pas et qu'elle n'était pas seule. Il n'aurait pas su dire comment, il le savait. Il ne voulait pas admettre non plus qu'il le savait. Ce n'est que Max, pensa-t-il, mais il savait bien que non. Il savait qu'il y avait un homme dans la chambre avec elle. Il fut 15 jours sans la revoir, bien qu'il sût qu'elle l'attendait. Puis un soir, il se trouva à leur coin habituel quand elle arriva. Il la frappa sans avertissement et éprouva le contact de sa chair. Il savait alors ce qu'il n'avait pas encore cru. « Oh » cria-t-elle. Il la frappa de nouveau. « Pas ici » murmura-t-elle, « pas ici » Alors il s'aperçut qu'elle pleurait. Lui ne se souvenait pas avoir jamais pleuré. Il pleura en l'insultant, en la frappant. Elle parvint à le maîtriser. Même la raison pourquoi il la battait venait de disparaître. « Voyons, voyons, dit-elle, voyons, voyons. » Cette nuit-là, ils ne quittèrent pas le coin de la route. Ils ne flânèrent pas, ne s'écartèrent pas de la route. Ils s'assirent sur une pente herbeuse et ils causèrent. Ce fut elle, cette fois, qui causa, qui lui raconta. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il pouvait voir maintenant ce qu'il comprit et avoir su tout le temps. Les hommes oisifs dans le restaurant avec leurs cigarettes tressautant à leurs lèvres quand ils lui parlaient en passant près d'elle. Et elle, allant et venant, tête basse, avec la même constante abjection. En écoutant sa voix, il lui semblait sentir l'odeur de tous les hommes anonymes de la terre. Elle baissa un peu la tête en parlant, ses 2 grosses mains sur les genoux. Il ne pouvait pas voir naturellement. Il n'avait pas à voir. « Je croyais que tu savais, dit-elle. »« Non, dit-il. Je crois bien que je ne savais pas. Je croyais que si. »« Non, dit-il. Je crois que je ne le savais pas. » 15 jours plus tard, il avait commencé à fumer, grimaçant derrière la fumée, et il s'était mis également à boire. Il buvait la nuit avec Max et Mam, et parfois 3 ou 4 autres hommes, et généralement 1 ou 2 femmes. Elles venaient quelquefois de la ville, mais le plus souvent elles étaient d'ailleurs, de Memphis, et elles restaient 1 semaine ou 1 mois comme serveuses derrière le comptoir du restaurant où les hommes inoccupés s'assemblaient tout le jour. Il ne savait pas toujours leur nom, mais il pouvait, comme eux, incliner son chapeau sur l'oreille. Le soir, chez Max, derrière les stores baissés de la salle à manger, il l'inclinait ainsi et, de sa voix jeune, sonore, ravinée, pathétique, il parlait aux autres de la serveuse quand bien même elle était présente. Il l'appelait sa putain. Parfois, il l'emmenait à des bals champêtres dans l'auto de Max. Il faisait toujours soigneusement en sorte que McEachern n'en sût rien. « Je me demande ce qui le foutrait le plus en rogne, lui disait-il, toi ou la danse. » Une fois, on fut obligé de le mettre au lit ivre-mort dans cette maison où pendant un temps il n'avait même jamais songé qu'il pourrait entrer. Le lendemain matin, la serveuse le ramena en auto avant l'aube pour qu'il pût entrer chez lui sans être surpris.
Et pendant la journée, Mac Etchern le surveillait avec un air d'approbation plein de rancune et d'aigreur. « Mais tu as encore tout le temps de me faire regretter cette génisse, » dit Mac Etchern. Et c'est la fin. Et c'est la fin du chapitre 8. Je ne sais pas comment faire pour ne pas faire trop peur. Pas comme ça. Je vais éteindre tout simplement. Non, parce que je voulais lire autre chose. J'ai ouvert ce livre tout à l'heure et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous lire cet extrait. Ça vient de Les 7 pendus de Léonide Andreev, édition Sillage. Un court extrait. Vassili Kachérine reçut seulement la visite de sa mère. Son père, un riche commerçant, n'avait pas voulu venir. Vassili accueillit la vieille femme en arpentant la pièce et en grelottant de froid, bien qu'il fît très bon et même chaud. Leur conversation fut brève et pénible. « Ce n'était pas à peine de venir, maman. Cela ne fait que nous torturer tous les deux. »« Pourquoi, Vassia ? Pourquoi tu fais ça ? Seigneur !» La vieille femme fondit en larmes, s'essuyant les yeux du coin de son foulard en laine noire. Emportés par l'habitude qu'ils avaient, ses frères et lui, de s'en prendre toujours à leur mère qui ne comprenait rien, il s'arrêta de marcher et, grelottant de froid, dit d'un ton exaspéré : « Et voilà, je le savais bien, vous ne comprendrez jamais rien, maman, jamais. »« Bon, d'accord, qu'est-ce que tu as ? Tu as froid ? » ?»« Oui, j'ai froid, » coupa Vassili. Il se remit à marcher tout en regardant sa mère du coin de l'œil d'un air furieux. « Tu as peut-être attrapé un rhume ? » ?»« Ah, maman, un rhume, qu'est-ce que ça peut bien faire ?» Quand il fit un geste de désespoir. La vieille dame voulait lui dire « Chez nous, on fait des crêpes depuis lundi. » Mais elle prit peur et commença à se lamenter. Je lui ai dit « C'est quand même ton fils, vas-y, accorde-lui ton pardon. » Non, il est têtu comme une vieille mule. Qu'il aille au diable. Tu parles d'un père, toute sa vie, il a été une canaille et il ne changera pas. Vassia, c'est ton père, fit la vieille femme d'un ton de reproche en se redressant. Mon père ? Ton propre père ? Tu parles d'un père. C'était une scène absurde et sordide. La mort était là, devant lui, et voilà que surgissait quelque chose de mesquin, de vide, d'inutile, et les mots craquaient comme des coquilles de noix vides sous les pieds. Pleurant presque de détresse devant cette éternelle incompréhension qui s'était toujours dressée comme un mur entre sa famille et lui, et qui, maintenant, au moment de sa dernière heure, écarquillait follement ses petits yeux stupides, Vassili s'écria « Mais vous ne comprenez donc pas qu'on va me pendre ? Me pendre ? Vous comprenez ou non ? Me pendre !» Si tu n'avais rien fait, cria la vieille femme, on ne te... Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Même les animaux ne réagissent pas comme ça. Je suis votre fils, oui ou non ? Il fondit en larmes et s'assit dans un coin. La vieille femme aussi se mit à pleurer dans son coin. Incapable de se fondre, même un court instant, dans un sentiment d'amour et de l'opposer à l'horreur de la mort imminente, il pleurait des larmes glacées, les larmes de la solitude qui ne réchauffent pas le cœur. Sa mère dit « Tu me demandes si je suis ta mère ou non. Tu me fais des reproches. Et moi, ces derniers jours, mes cheveux sont devenus complètement blancs. Je suis une vieille femme à présent. Et toi, tu me fais des reproches. Bon, pardonnez-moi, maman. Il faut que vous partiez. Embrassez mes frères pour moi. Comme si je n'étais pas une mère. Comme si cela ne me faisait pas de la peine. » Elle finit par s'en aller. Elle pleurait amèrement, s'essuyant les yeux avec le coin de son foulard et ne voyait pas la route. Plus elle s'éloignait de la prison, plus ses larmes devenaient abondantes. Elle revint vers la prison et, chose bizarre, s'égara dans cette ville où elle était née, où elle avait grandi et vieilli. Elle entra par hasard dans un petit jardin désert avec quelques vieux arbres cassés et s'assit sur un banc humide couvert de neige fondue. Et soudain, elle comprit. On allait le pendre demain. Je vais m'arrêter là. Je sais pas, il y avait quelque chose, ça m'a fait penser à Lumière d'août dans l'âpreté des... Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je me fais peur à moi-même. Et
voilà, je vous souhaite une nuit douce et calme et de faire de beaux rêves malgré tout, malgré cette violence et cette dureté. J'espère que vous n'écoutez pas ça avant de vous coucher ou en dormant, en tout cas pas la nuit, ou peut-être que si, après tout. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite beaucoup de douceur, de tendresse et l'amour. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci encore.